Shibuya, l'instant où Jujutsu Kaisen a cessé d'être un simple shonen pour devenir une tragédie moderne. Un moment où chaque exorciste, chaque lecteur a compris que plus rien ne serait comme avant. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Si tu es passionné par les récits sombres, les arcs narratifs inoubliables et les analyses profondes de tes mangas préférés, tu es au bon endroit. Ici, on plonge ensemble dans les histoires qui marquent à jamais la pop culture. Alors avant de continuer, abonne-toi et rejoins la communauté des esprits curieux qui aiment décortiquer les grandes œuvres du manga. Aujourd'hui, on revient sur l'arc le plus intense, le plus brutal, le plus marquant de Jujutsu Kaisen, le drame de Shibuya. Une descente aux enfers, narrativement magistrale, où chaque page est une explosion d'émotions, de tension et de désespoir. Prépare-toi à revivre ce moment clé, à comprendre son génie et ses failles, à explorer son impact sur le genre tout entier. Alors installe-toi confortablement, respire un bon coup. C'est parti. 31 octobre, Halloween. Une date qui devait rester gravée dans la mémoire collective des exorcistes, comme le jour où tout a basculé. Je me souviens encore de ce sentiment étrange en commençant la lecture de cet arc, cette impression diffuse que quelque chose d'irrémédiable allait se produire. Jege Akutami nous avait habitués à une certaine noirceur, certes, mais rien ne pouvait nous préparer au carnage qui allait suivre. L'arc du drame de Shibuya n'est pas simplement un tournant narratif dans Jujutsu Kaisen. C'est une descente aux enfers méthodique, un massacre orchestré avec la précision d'un horloger sadique, une démonstration de force narrative qui laisse le lecteur meurtri, essoufflé, mais incapable de détourner le regard. C'est le moment où le shonen devient seinen, où l'espoir devient un luxe, et où chaque personnage que nous avons appris à aimer devient une pièce sur l'échiquier mortel de Kenjaku. Mais au-delà du spectacle et de la violence, cet arc pose une question fondamentale. Jusqu'où peut-on pousser les limites du genre sans le briser ? Akutami a-t-il réussi son pari ou s'est-il perdu dans sa propre ambition destructrice ? La première force de l'arc de Shibuya réside dans sa construction. Akutami ne se précipite pas. Il prend le temps, chapitre après chapitre, de tisser une toile complexe où chaque fil narratif trouve sa place. Le rideau qui emprisonne les civils, la barrière qui neutralise Gojo, la coordination parfaite des fléaux maudits, tout est pensé, calculé, implacable. Ce qui frappe d'emblée, c'est la sensation d'impuissance qui se dégage de cette mise en scène. Contrairement aux arcs précédents, où nos héros gardaient une certaine maîtrise des événements, ici, ils sont constamment en réaction. Ils courent d'un désastre à l'autre, tentant désespérément de limiter les dégâts, de sauver ce qui peut l'être. Cette inversion du rapport de force crée une tension narrative exceptionnelle. La décision d'ouvrir l'arc avec la capture de Gojo Satoru est un coup de génie stratégique. En neutralisant le personnage le plus puissant de l'univers dès le départ, Akutami retire le filet de sécurité. Les autres personnages doivent faire face à des menaces qui les dépassent largement, et le lecteur le sait. Cette épée de Damoclès psychologique plane sur chaque combat, sur chaque décision. Le rythme de cet arc est tout simplement allétant. Akutami jongle avec plusieurs fronts simultanés. Yuji et Mei-Mei face aux esprits maudits modifiés, Nanami qui s'enfonce dans les étages souterrains, Megumi contre son père ressuscité, Maki et Naobito face à Dagon et Jogo. Chaque ligne narrative a son propre topo, ses propres enjeux, mais toutes convergent vers un crescendo apocalyptique. Cette structure polyphonique aurait pu créer de la confusion, fragmenter l'expérience de lecture. Au contraire, elle amplifie la sensation de chaos contrôlé. Nous passons d'un combat à l'autre avec juste assez de temps pour respirer, mais jamais assez pour nous sentir en sécurité. C'est épuisant, éprouvant, et c'est exactement l'effet recherché. Le découpage des chapitres mérite également d'être salué. Akutami maîtrise l'art du cliffhanger, mais pas de manière gratuite. Chaque fin de chapitre est un coup porté, une révélation, une perte. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter l'action à un moment crucial pour créer du suspense artificiel, mais bien de ponctuer la narration de moments qui redéfinissent constamment les enjeux. Si cet arc devait avoir un protagoniste central, ce serait Yuji. Et pourtant, c'est l'arc où il est le plus brisé, le plus impuissant, le plus humain. Akutami prend le temps de déconstruire méthodiquement l'optimisme de son héros, de le confronter aux conséquences directes de ses choix et de son existence même. La relation entre Yuji et Sukuna atteint ici un point de non-retour.
Le massacre de Shibuya n'est pas commis par Yuji, mais par son corps, par le monstre qui l'héberge. Cette distinction devient une torture psychologique. Comment continuer à vivre quand tes mains ont tué des centaines d'innocents, même si ce n'était pas ta volonté? Comment accepter que ton existence soit intrinsèquement une menace pour l'humanité que tu souhaites protéger? Le moment où Sukuna prend le contrôle et ravage Shibuya est d'une cruauté narrative extraordinaire. Akutami nous force à regarder chapitre après chapitre la destruction méthodique de tout ce que Yuji essayait de protéger. Et quand il reprend conscience, entouré de cadavres, le poids de cette horreur s'abat sur lui comme une condamnation. La rencontre avec Mahito qui suit est le point culminant de cette descente. Yuji est déjà brisé, mais Mahito s'acharne, transformant ses alliés devant ses yeux, le forçant à témoin de nouvelles atrocités. Le combat qui s'ensuit n'est pas simplement physique, c'est une bataille pour l'âme même de Yuji. Peut-il encore se considérer comme humain après tout cela? Ce qui rend ce traitement si puissant, c'est qu'Akutami ne propose pas de rédemption facile. Yuji ne sort pas de Shibuya transformé en un héros plus fort et déterminé. Il en sort cassé, hanté, portant un fardeau qui ne le quittera jamais. C'est un réalisme psychologique rare dans le shonen. Parlons de Nanami. Son traitement dans cet arc est à la fois magnifique et déchirant. Akutami prend le temps de nous montrer un homme fatigué, usé par des années de combat, qui rêve simplement de repos, de Malaisie, de plages paisibles. Il nous le rend attachant, humain, vulnérable, et puis il le tue. Mais pas n'importe comment. Nanami meurt, épuisé, brûlé, mutilé après avoir combattu bien au-delà de ses limites. Sa mort n'est pas héroïque au sens traditionnel. Elle est sordide, brutale, presque anticlimatique. Mahito le touche et c'est fini. Pas de discours grandiose, pas de sacrifice ultime qui sauve la situation. Juste la fin, abrupte et terrible. Ce qui rend cette mort si impactante, c'est le contexte. Nanami meurt devant Yuji, qui a déjà tout perdu ce soir-là. Ses derniers mots ne sont pas des encouragements vides, mais une simple directive. Tu y arriveras, Itadori. C'est à la fois un fardeau supplémentaire et un dernier acte de foi en son élève. La mort de Nanami symbolise également quelque chose de plus large, la fin d'une génération. Les adultes qui devaient protéger les jeunes sont décimés. Nanami, Mekamaru et tant d'autres tombent, forçant la nouvelle génération à porter un poids pour lequel elle n'était pas prête. La présence de Gojo dans cet arc est paradoxale. Il est au centre de tout sans jamais vraiment participer à l'action. Emprisonné dans la prison du royaume, il devient simultanément l'enjeu central et un fantôme qui hante chaque décision. Ce choix narratif est brillant pour plusieurs raisons. D'abord, il permet à Akutami d'explorer véritablement son casting secondaire sans l'ombre écrasante du personnage le plus puissant. Ensuite, il transforme Gojo en symbole, celui de l'ordre ancien qui doit tomber pour que le nouveau monde de Kenjaku puisse naître. Le flashback montrant sa capture est un morceau de bravoure. Voir Gojo, habituellement si confiant et dominateur, réaliser trop tard qu'il est tombé dans un piège parfait, crée un malaise profond. Même l'homme le plus fort du monde peut être vaincu, non par la force, mais par la stratégie et la manipulation. Le combat entre Megumi et Toji ressuscité est un autre sommet émotionnel de l'arc. Akutami joue ici sur plusieurs niveaux de tragédie. Toji, qui avait abandonné son fils pour fuir le monde de l'exorcisme, se retrouve à le combattre sans le reconnaître. Megumi, qui n'a jamais connu son père, doit affronter ce fantôme du passé sans comprendre vraiment qui il est. Le moment où Toji se suicide en réalisant l'identité de son adversaire est d'une puissance émotionnelle rare. C'est un acte d'amour paternel ultime de la part d'un homme qui avait passé sa vie à fuir cette responsabilité. Megumi ne comprend pas pleinement ce qui s'est passé, ce qui rend la scène encore plus poignante. Ce combat sert également à révéler le potentiel de Megumi. Face à un adversaire qui le surpasse largement, il est forcé de pousser sa technique au-delà de ses limites, préfigurant l'éveil de Mahoraga. C'était un développement crucial pour le personnage, qui commence à comprendre l'étendue de son pouvoir. Kenjaku, sous les traits de Geto, est le véritable architecte de cette tragédie. Ce qui rend ce personnage si fascinant, c'est la patience et la méticulosité de son plan. Cela fait des siècles qu'il prépare ce moment, des générations qu'il manipule, expérimente, perfectionne sa stratégie. L'utilisation du corps de Geto est particulièrement perverse. Akutami joue sur notre attachement au personnage, sur nos souvenirs de son amitié avec Gojo.
Voir ce visage familier commettre de telles atrocités crée un malaise profond. C'est une violation, une profanation de la mémoire d'un personnage que nous avions appris à connaître. Le moment où Gojo est scellé et où Kenjaku lui révèle sa véritable identité est chargé d'une cruauté psychologique raffinée. Il ne se contente pas de vaincre son adversaire, il le brise émotionnellement en lui montrant le cadavre de son meilleur ami utilisé comme un outil. Le discours de Kenjaku après la bataille, où il annonce le jeu de massacre, est glaçant. Il parle de l'évolution de l'humanité, de la sélection naturelle, avec le détachement d'un scientifique observant une expérience. Pour lui, les milliers de morts de Shibuya ne sont qu'un commencement, une phase préliminaire d'un projet beaucoup plus vaste. La cruauté pure. Si Kenjaku est le cerveau, Mahito est le cœur pourri de cette opération. Son évolution dans cet arc est terrifiante. Il ne se contente plus de tuer par curiosité ou par jeu. Il affine sa cruauté, la dirige avec précision vers ceux qui peuvent en souffrir le plus. Sa relation avec Yuji atteint son apogée toxique ici. Mahito a compris que tuer Yuji serait trop simple. Il préfère le détruire psychologiquement, lui faire comprendre qu'il est responsable de chaque mort, qu'il est un monstre tout comme lui. C'est une forme de séduction perverse, une tentative de corrompre l'âme même du protagoniste. Le combat final entre Yuji, Todo et Mahito est un chef-d'œuvre de chorégraphie et d'intensité émotionnelle. Mais ce qui marque vraiment, c'est la conclusion. Au moment où Yuji va enfin vaincre son némésis, Kenjaku intervient et absorbe Mahito. Cette résolution frustrante est intentionnelle. Akutami refuse de donner à Yuji la catharsis d'une victoire complète. Même ce moment lui est volé. Les fléaux maudits, malgré leur monstruosité, sont traités avec une profondeur surprenante. Jogo, en particulier, reçoit un développement qui humanise partiellement ces créatures. Son désir de voir les esprits maudits dominer le monde n'est pas simplement de la malveillance gratuite, c'est une forme tordue de survie de l'espèce. La mort de Jogo aux mains de Sukuna est presque pathétique. Après avoir été un antagoniste majeur, il est éliminé comme un insecte par une force qui le dépasse complètement. Sukuna lui accorde même une forme de respect posthume, reconnaissant sa force. C'est un moment étrangement touchant pour un personnage que nous devrions détester. L'un des aspects les plus audacieux de l'arc de Shibuya est son traitement de la mort. Akutami tue des personnages importants, des personnages secondaires et des milliers de civils sans distinction. Personne n'est en sécurité, personne n'est protégé par le statut de personnage principal ou de favori des fans. Cette approche crée une atmosphère de terreur authentique. En tant que lecteur, on ne peut pas se reposer sur les conventions habituelles du shonen, où les personnages principaux sont protégés par leur statut narratif. Quand Nobara est frappée par Mahito, le choc est total. Peut-elle vraiment mourir? Akutami a-t-il vraiment osé? Cette ambiguïté autour du sort de Nobara est elle-même une forme de torture narrative. Akutami refuse de confirmer sa mort, laissant le lecteur dans un état de Schrödinger émotionnel où elle est à la fois morte et vivante. Cette incertitude prolongée est presque plus cruelle qu'une confirmation. Sukuna représente le coup ultime de la puissance. Il est la démonstration que la force, sans moralité, sans limite, sans empathie, ne peut mener qu'à la destruction. Son massacre de Shibuya n'a aucun but, aucune justification stratégique. C'est de la violence pure, artistique, dans son horreur. Le combat entre Sukuna et Jogo, puis contre Mahoraga, sont des démonstrations de domination absolue. Sukuna ne combat pas vraiment, il joue, il teste ses capacités, s'amuse avec ses adversaires, détruit par pur plaisir. C'est terrifiant précisément parce que c'est dénué de haine ou de passion. C'est la violence comme expression naturelle de l'existence. La révélation de la technique de domaine de Sukuna, capable de découper en tranches tout ce qui se trouve dans un rayon de 200 mètres, est accompagnée d'une destruction visuelle stupéfiante. Akutami ne nous épargne rien, montrant les bâtiments sectionnés, les corps démembrés, l'ampleur du carnage. L'innocence perdue Shibuya marque la fin de toute innocence pour les protagonistes. Yuji, Megumi et les autres étudiants sont forcés de confronter la réalité la plus sombre de leur monde. Et il ne s'agit plus d'exorciser des esprits maudits pour protéger les innocents. Il s'agit de survivre dans un monde qui s'est transformé en zone de guerre. Le parallèle avec la société japonaise post-catastrophe est difficilement évitable.
Shibuya devient une métaphore du traumatisme collectif, de ces moments où l'ordre social s'effondre et où chacun doit trouver un moyen de continuer malgré l'horreur. La construction narrative de l'arc est exceptionnelle. Akutami parvient à maintenir l'attention sur près de 60 chapitres, ce qui est un exploit en soi. Chaque chapitre fait avancer l'intrigue de manière significative, apporte de nouveaux développements, révèle de nouvelles facettes des personnages. Le système de magie, déjà complexe, atteint ici une maturité impressionnante. Les combats ne sont pas simplement des démonstrations de force, mais des puzzles stratégiques où la compréhension des techniques, les conditions d'activation et l'utilisation créative des pouvoirs déterminent l'issue. Le combat dans le domaine de Dagon avec l'intervention de Toji est un exemple parfait de cette sophistication. L'artwork d'Akutami, souvent critiqué pour son manque de propreté, trouve sa justification ultime dans cet arc. Le chaos visuel, les traits bruts, la violence graphique de son style servent parfaitement l'atmosphère de destruction et de désespoir. Les doubles pages montrant la dévastation de Shibuya sont gravées dans la mémoire. Mais l'arc n'est pas sans défaut. Le premier problème est la densité. Akutami introduit tellement d'éléments, de personnages, de techniques, que le suivi peut devenir difficile. Certains combats secondaires manquent de clarté, noyés dans la complexité des règles et des capacités en jeu. Le traitement de certains personnages est également frustrant. Certains meurent avant d'avoir eu l'opportunité de se développer pleinement. D'autres disparaissent de la narration pendant de longs segments, puis réapparaissent sans transition satisfaisante. C'est le prix à payer pour une narration aussi chorale, mais cela crée des déséquilibres. La question du rythme est également discutable. Oui, l'arc est haletant, mais il est aussi épuisant. Pour un lecteur suivant la publication hebdomadaire, cette intensité constante sur près d'1 an et demi était éprouvante. Certains moments auraient bénéficié de respirations plus longues, de temps morts permettant au lecteur et aux personnages de digérer les événements. La critique la plus sérieuse que l'on peut adresser à l'arc de Shibuya concerne la potentielle gratuité de sa violence. Akutami franchit-il la ligne entre la violence narrative justifiée et la complaisance? Est-ce que les morts multiples servent vraiment l'histoire ou sont-elles du shock value? C'est une question légitime et la réponse n'est pas simple. D'un côté, on peut argumenter que chaque mort majeure a des conséquences narratives et émotionnelles significatives. La mort de Nanami change fondamentalement Yuji. La capture de Gojo réorganise l'équilibre du pouvoir. Le massacre général justifie le jeu de massacre qui suit. D'un autre côté, il y a des moments où la violence semble excessive, où Akutami insiste peut-être trop lourdement sur l'horreur. La question devient alors à quel moment la représentation de la cruauté devient-elle elle-même cruelle envers le lecteur? Je pense personnellement qu'Akutami reste du bon côté de cette ligne, mais de justesse. La violence dans Shibuya n'est jamais glorifiée. Elle est horrible, traumatisante et elle a des conséquences durables. Ce n'est pas une violence spectacle, c'est une violence tragédie. Un tournant pour le shonen. L'arc de Shibuya représente un moment charnière pour le genre shonen. Il démontre qu'il est possible de créer une histoire sombre, complexe, qui ne fait pas de compromis sur son ton, tout en restant dans le cadre d'un magazine de prépublication pour jeunes. L'influence de Shibuya est déjà visible dans d'autres œuvres. La volonté de prendre des risques narratifs, de tuer des personnages importants, de créer des situations sans issue facile devient plus courante. Akutami a montré qu'un public de shonen peut apprécier et supporter une narration plus mature, plus sombre. Cependant, cela soulève aussi des questions sur la direction du genre. Est-ce que tous les shonen doivent maintenant être sombres pour être pris au sérieux? Est-ce que l'optimisme et l'espoir n'ont plus leur place? Ce serait une lecture erronée de la leçon de Shibuya. Ce qui rend cet arc puissant, c'est précisément qu'il contraste avec ce qui précède et ce qui suit. C'est un crescendo dans une symphonie plus large. Shibuya invite naturellement la comparaison avec d'autres arcs sombres du shonen. Le Chimera Ant arc de Hunter x Hunter, l'arc Marineford de One Piece, la chute de la Soul Society dans Bleach. Chacun de ces arcs a redéfini son œuvre respective. Ce qui distingue Shibuya, c'est peut-être sa concentration et son intensité. Là où Chimera Ant s'étale sur 140 chapitres avec des explorations philosophiques étendues,
Shibuya maintient une pression constante sur 60 chapitres. C'est moins méditatif, plus viscéral. Par rapport à Marineford, Shibuya est plus personnel. Marineford était une guerre entre factions. Shibuya est une tragédie intime qui se trouve simplement se dérouler à grande échelle. La mort d'Ace à Marineford est une tragédie héroïque. Les morts à Shibuya sont sales, brutales, souvent dénuées de sens. L'après Shibuya, un arc ne peut être vraiment évalué qu'en considérant ses conséquences. L'arc de Shibuya a-t-il des répercussions durables sur l'histoire? La réponse est un oui retentissant. Le jeu de massacre qui suit en découle directement. Les traumatismes des personnages continuent de les définir. L'absence de Gojo restructure complètement la dynamique du pouvoir. Plus subtilement, Shibuya change le ton de toute la série. Il y a un avant et un après. Les lecteurs savent maintenant qu'Akutami est capable de tout, que personne n'est vraiment en sécurité. Cette épée de Damoclès psychologique continue de planer sur chaque arc suivant. L'arc du drame de Shibuya est-il un chef-d'œuvre? Oui, avec des réserves. C'est un tour de force narratif, une démonstration de maîtrise technique, un moment définissant pour son auteur et pour le genre. C'est audacieux, impitoyable, émotionnellement dévastateur. C'est le genre d'arc qui reste gravé dans la mémoire longtemps après la lecture. Mais c'est aussi un arc épuisant, parfois trop dense, qui demande beaucoup de son lecteur. Ce n'est pas une lecture confortable ou cathartique, c'est une épreuve volontairement désagréable qui vous laisse vider. La vraie question n'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais, c'est clairement exceptionnel dans son exécution. La question est-ce que cette approche est soutenable? Peut-on construire une série entière sur ce niveau d'intensité et de noirceur? Les arcs suivants de Jujutsu Kaisen suggèrent qu'Akutami lui-même se pose cette question. Il y a des tentatives de reconstruire, de trouver de l'espoir dans les ruines. Mais l'ombre de Shibuya plane sur tout. Il y a quelque chose de profondément japonais dans l'approche d'Akutami à Shibuya. Le concept de la sensibilité à l'éphémère, à la beauté des choses temporaires, imprègne chaque chapitre. Les personnages sont beaux précisément parce qu'ils sont fragiles. Leurs luttes ont du sens précisément parce qu'elles peuvent échouer. Shibuya est un memento mori géant, un rappel que, dans cet univers comme dans le nôtre, la mort peut venir à tout moment, que nos plans peuvent échouer, que les méchants peuvent gagner. C'est terrifiant, c'est déprimant, mais c'est aussi étrangement libérateur. En osant briser les conventions, en refusant la facilité du happy ending temporaire, Akutami donne du poids à chaque victoire, à chaque survie, à chaque moment de connexion humaine dans les arcs suivants. L'espoir n'a de valeur que si le désespoir est une possibilité réelle. L'arc du drame de Shibuya restera probablement comme le moment définissant de Jujutsu Kaisen. Ce n'est pas le plus parfait techniquement, ce n'est probablement pas le préféré de tous les fans, mais c'est indéniablement le plus mémorable, le plus audacieux, le plus impactant. C'est le moment où Akutami a dit au monde du shonen « Regardez ce que je peux faire. Regardez jusqu'où je suis prêt à aller. » Et le monde a regardé, fasciné et horrifié, incapable de détourner les yeux du spectacle de la destruction. Shibuya n'est pas qu'un arc de manga. C'est une déclaration d'intention, un manifeste artistique, une ligne tracée dans le sable. Tout ce qui viendra après dans le genre portera d'une manière ou d'une autre son influence. Et nous, lecteurs, porterons toujours les cicatrices de cette nuit d'Halloween où Tokyo a brûlé, où nos héros ont été brisés et où nous avons compris que dans le monde de Jujutsu Kaisen, personne n'était vraiment en sécurité. C'est terrifiant, c'est brillant, c'est inoubliable. Note finale, 9/10. Un arc qui redéfinit les possibilités narratives du shonen, techniquement brillant mais émotionnellement épuisant, qui laisse une marque indélébile sur son lecteur et sur le genre tout entier. Et voilà, on vient de traverser ensemble l'un des arcs les plus puissants de toute l'histoire du manga moderne. Le drame de Shibuya, c'est bien plus qu'un simple tournant narratif. C'est un choc émotionnel, une claque artistique et une déclaration d'intention d'Akutami. Personne n'est à l'abri, pas même nos héros. Si tu es encore là à ce stade, un immense merci. Merci d'avoir suivi cette rétrospective jusqu'au bout, d'avoir revécu avec moi cette nuit Halloween où tout a basculé. Votre soutien, vos likes, vos commentaires, c'est ce qui fait vivre la chaîne et me motive à continuer à explorer les plus grands arcs du manga. Si ce genre d'analyse te plaît,
Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On va continuer à décortiquer les histoires qui ont marqué nos esprits, des moments de grâce comme de pure terreur. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle mort ou quel moment du drame de Shibuya t'a le plus marqué? Celui qui t'a vraiment laissé sans voix? Raconte-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions et vos interprétations. Merci encore d'avoir regardé, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, dans le monde de Jujutsu Kaisen, la lumière n'a de valeur que parce qu'elle côtoie les ténèbres. À très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers du manga, c'était Benny Raconte, à la prochaine.